Parfait. Ouais, donc alors les membres de Viens Docteur. Donc, alors moi je suis Marielle et avec Pierrine on est toutes les deux internes de santé publique. Donc Pierrine et moi on est en fin d'internat. Moi je suis plutôt axé recherche, épidémiologie et Pierrine elle est plutôt axée éducation pour la santé. Et dans l'équipe on a aussi Elisa qui a une formation en sciences politiques, philo-économie. Donc elle cumule mais c'est bien pour nous, ça nous permet d'avoir une vision un peu générale de la santé. Donc on intervient au nom de Viens Docteur, donc comme l'a dit Théo, on va faire une intervention d'à peu près 30 minutes. C'était des formations professionnelles. Donc sur la cigarette électronique et ses effets sur la santé comparé à la cigarette classique. Alors, les conflits d'intérêts pour commencer, Pierrine fume, mais c'est tout. Après, ni Pierrine, ni Elisa, ni moi-même n'avons reçu de financement, ni la chaîne VVLD, ni des industries du tabac, ni des fabricants de e-cigarettes, ni Sciences Pop. Ni Sciences Pop, voilà, donc, ni des associations de vapoteurs. Alors, attendez, parce que là je reprends le fil. Donc voilà, oui, donc on se. Ah oui, parce que c'est toi qui zappe, c'est pour ça que je cherchais mon. Ouais, vas-y, zappe. Et donc on va faire. Le but c'est d'avoir l'angle le plus objectif possible et donc de se baser sur la revue de la littérature, les rapports d'experts et d'apporter un œil complémentaire de professionnels de santé publique. Et donc le sommaire, c'est cigarette électronique versus cigarette classique, donc pas de surprise. C'est bien ce qu'on va faire, voir un peu leurs effets sur la santé, mais aussi aborder en filigrane ce que c'est que la recherche scientifique, et finalement c'est le plus important, et ses limites, les points de vue qui peuvent coexister en santé publique qui font que vous pouvez entendre des choses un peu contradictoires, des discours qui sont pro-cigarette électronique, des discours qui sont un peu plus réticents, et en fait c'est tout à fait des discours qui peuvent coexister dans le champ de la santé publique sans que ce soit contradictoire. On va aborder en superficialité la réglementation française actuelle, et on fera un point sur la communication, les choix de communication qui ont été faits, notamment par les fabricants de e-cigarettes, pour voilà, et voir quelles conséquences ça a pu avoir sur le développement du produit et sur les représentations que se font les gens de la cigarette électronique. Et donc en fait je vais commencer par ça, donc la communication des fabricants de e-cigarettes. Et en fait il y a eu un jeu sur les similitudes avec le tabac, parce que finalement il fallait pénétrer un marché, concurrencer la cigarette classique auprès des fumeurs, et donc forcément on a appelé ça cigarette. Mais il faut bien savoir que dans la cigarette électronique il n'y a pas de tabac, et il n'y a pas de combustion du tabac. Donc c'est pas du tabagisme. Donc finalement, qu'est-ce qui reste de commun entre la cigarette électronique et la cigarette classique? Il reste la gestuelle, et il reste surtout la communication et la cible sur le marché. Et donc ça a des avantages et des inconvénients pour la cigarette électronique. Ça a eu des avantages initialement, puisque on a appelé ça cigarette électronique, donc forcément on sait, c'est très clair, c'est un message très explicite, on sait à quoi ça sert. Et donc ça a permis de pénétrer le marché hyper rapidement. Par contre aujourd'hui, la consommation de cigarettes électroniques pâtit un peu de l'image, de la mauvaise image du tabagisme. Et donc aujourd'hui c'est peut-être un frein dans son développement. Et d'ailleurs on voit les vapoteurs qui commencent à se braquer et dire on ne dit pas fumer, on dit vapoter, on ne dit pas, on dit pas cigarette électronique, on dit outil de vapotage ou vape, etc. Et forcément, si l'image du tabagisme a un impact sur la consommation de cigarettes électroniques, alors on peut se dire que l'inverse est aussi véridique. Et donc si la cigarette électronique, ça devient quelque chose un peu à la mode, un peu favorable, et bien alors peut-être que ça va renormaliser le tabagisme. Et donc ces choix de communication, ils ne sont pas anodins. Il ne faut pas oublier que la communication sur les cigarettes électroniques, elle n'est pas faite par ni les labos, parce que c'est pas un médicament, ni par les institutions sanitaires, mais par les fabricants de cigarettes électroniques, dont le seul intérêt est de vendre la cigarette électronique. Donc même si ça a un impact sur la santé publique, dans ce cas-là c'est bien, c'est un argument de vente, mais en tout cas c'est clairement pas l'objectif des fabricants de cigarettes électroniques. Alors, en intro, je me suis pas foulé, hein, j'ai fait le coup des chiffres chocs. Donc voilà, c'est un standard, mais ça fait du bien pour la suite de se le rappeler. En fait, il y a à peu près 30% de fumeurs en France, et un fumeur sur deux va décéder prématurément à cause des pathologies liées au tabagisme. Donc ça fait à peu près 200 morts par jour, 75 000 décès chaque année, donc en gros c'est la ville de Calais qui est rasée chaque année. Donc c'est énorme, et ça en fait forcément la première cause de mortalité évitable en France. Deux particularités du tabagisme, il n'y a pas de seuil en dessous duquel il n'y a pas de risque. Donc même si vous fumez peu, vous êtes à risque. Donc entre 1 et 4 cigarettes par jour, vous multipliez quand même par 3 votre risque de faire un AVC. Et il y a du tabagisme passif qui est toxique. Donc par exemple, sans vouloir créer de rupture dans la salle, si vous êtes non-fumeur et que votre conjoint est fumeur, vous augmentez de 25% votre risque de faire un cancer du poumon. Donc ça, c'est les particularités liées au tabagisme. Elisa? Elle s'endort. Elle est bourrée. Alors pourquoi? C'est parce que les fumées de tabac sont extrêmement toxiques. Donc c'est lié, alors elles se créent essentiellement pendant la combustion du tabac, et vous avez plus de 4000 substances dans la cigarette, dont plus de 80 cancérigènes identifiés.
Et donc parmi ces cancérigènes, il y a la nitrosamine, les goudrons, etc. Dans les autres substances, il y a la fameuse nicotine, et contrairement à la réputation qu'elle peut avoir, elle n'entraîne pas forcément... C'est pas un cancérigène, elle n'est pas très toxique, mais par contre elle rend accro. Donc ça c'est un des problèmes. Et ces substances, elles sont présentes dans les fumées de cigarettes, en toutes petites particules. Et donc quand vous les inhalez, elles vont dans les poumons, et elles vont jusqu'au bout des alvéoles, elles sont très très fines, et elles peuvent passer dans le sang. Et donc elles vont altérer la circulation sanguine et se distribuer dans les organes. Et donc vous avez tout un tas de pathologies qui sont liées au tabagisme, les cancers évidemment. On estime qu'un cancer sur 3 est lié au tabac, donc c'est énorme, avec en tête de gondole les cancers du poumon, 90% qui sont liés au tabagisme actif et 5% qui sont liés au tabagisme passif. Mais forcément, comme vous inhalez, il y a les cancers ORL, la langue, les sinus. Comme vous l'éliminez, il y a les cancers de l'appareil urinaire, les reins, la vessie, et après les cancers d'un tas d'autres organes comme le pancréas, l'utérus, etc. Il y a les fameuses maladies respiratoires, puisque forcément ça passe par les poumons, donc l'asthme, la bronchite chronique. Ça passe dans le sang, donc il y a des maladies cardiovasculaires, ça peut entraîner des artères qui se bouchent. Donc si les artères se bouchent au niveau du cerveau, ça fait un AVC. Si elles se bouchent au niveau du cœur, c'est un infarctus du myocarde. Et si elles se bouchent au niveau des artères des jambes, ça s'appelle l'artériopathie des membres inférieurs. Et puis après, ça, voilà, je ne détaille pas là-dessus, mais ah oui, dans les maladies cardiovasculaires, il y a aussi les fameux troubles de l'érection, donc que des maladies très sympas. Et après, je ne détaille pas, mais il y a aussi toutes les maladies de peau, donc psoriasis, eczéma, l'œil avec la cataracte, le déchaussement des dents, les pathologies du système digestif, donc les gastrites, les ulcères. Ça peut altérer la mécanique de reproduction, donc entraîner une infertilité. Et évidemment, pendant la grossesse, c'est pas le super bon plan puisque ça peut entraîner un retard de croissance. Donc voilà pour la liste des pathologies liées au tabac. Donc j'ai pas besoin d'aller plus loin pour qu'on se rende compte que sur le plan sanitaire, c'est une véritable catastrophe. Lisa ? Et donc forcément, il y a une politique de lutte contre le tabagisme et il y a des mesures qui sont collectives et des mesures qui sont individuelles. Donc sur les mesures collectives, leurs objectifs, c'est d'entraîner le sevrage des fumeurs, d'éviter que les non-fumeurs deviennent fumeurs et de limiter le tabagisme passif. Et donc là, je cite que juste quelques exemples, mais donc la publicité est interdite. On augmente de façon dissuasive et répétée les prix du tabac. On interdit de fumer dans les lieux publics et dans les espaces de travail. On lance des campagnes d'éducation et d'information et on instaure le paquet neutre. Dans les conseils individuels, dans les mesures individuelles pour entraîner le sevrage, il y a le fameux conseil habituel du médecin. Donc on conseille d'arrêter, on essaie de motiver, on évalue l'indépendance. Et au besoin, on peut avoir recours à des thérapies cognitivo-comportementales. Donc ça, c'est des thérapies qui sont mises en place par des psychiatres pour agir de façon pratique sur des pathologies comme l'anxiété ou les addictions. Et donc ça marche bien dans le sevrage tabagique. On peut avoir aussi recours à des traitements médicamenteux, donc les fameux substituts nicotiniques qu'on connaît, les gommes, les patchs. Donc là, il n'y a pas de contre-indication particulière et en plus, ils peuvent être remboursés à hauteur de 150 € par an par personne par la Sécu. Et après, il y a des traitements plus lourds qui doivent être encadrés par les médecins parce qu'ils peuvent avoir des effets secondaires. Et donc, il y a la varénicline et le bupropion. Vas-y. Et dans cette histoire... Vas-y, dépêche-toi. Et dans cette histoire du tabagisme et de la lutte contre le tabagisme, survient un nouvel objet qui est la fameuse cigarette électronique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que son succès est fulgurant, puisque en 2012, il y a 7% de la population qui l'a essayé. Et 2 ans plus tard, on est à 26% de la population qui l'a essayé. Et chez les fumeurs, c'est beaucoup plus élevé, puisque 60% des fumeurs l'ont essayé. Donc forcément, c'est un énorme enjeu sanitaire, puisque tout le monde se rue dessus, on ne sait pas trop ce que c'est. Les fumeurs ont l'air de s'y intéresser particulièrement, donc qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un énième toxique qui rentre sur le marché, ou est-ce que c'est un outil qui va permettre le sevrage tabagique et d'améliorer la lutte contre le tabagisme? Vas-y. Et on se le demande d'autant plus qu'on a l'impression que la cigarette électronique est associée à une diminution des ventes de cigarettes classiques. Donc là, en noir, ce qu'on voit, c'est l'augmentation du prix du tabac. Et en rouge-orangé, c'est les ventes de cigarettes classiques. Et on a l'impression, ce qu'on voit, c'est que quand le prix du tabac augmente, au début des années 2000, ça fait bien diminuer les ventes de cigarettes classiques. Et après, le tabac a continué d'augmenter, mais sans impacter particulièrement la vente de cigarettes classiques. Et on se rend compte que la reprise de la diminution, même si le prix n'avait pas impacté, ça correspond au moment de l'arrivée de la cigarette électronique sur le marché. Donc c'est concomitant, cette reprise de la baisse et cette arrivée de la cigarette électronique. Alors il n'y a pas de lien de causalité qui est prouvé, hein. Ça peut être juste le fruit du hasard, ou peut-être qu'il y a une campagne à ce moment-là qui a bien marché, ou est-ce qu'on a franchi un palier psychologique en termes de prix du tabac. En tout cas, ça donne envie de creuser. Est-ce que les fumeurs délaissent vraiment la cigarette classique pour la cigarette électronique?
Et pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est une meilleure drogue? Est-ce que c'est parce que c'est moins cher? Ou est-ce que c'est parce que c'est un outil de sevrage et que ça améliore leur santé? Et donc forcément, les politiques vont vouloir trancher, savoir comment on réglemente ce nouvel objet qui arrive sur le marché. Et donc on va demander aux agences sanitaires de se positionner. Et comment elles se positionnent, les agences sanitaires? Elles se positionnent en fonction des études scientifiques qui sont à leur disposition, éventuellement en fonction d'enjeux économiques ou politiques, et en fonction de certaines traditions, certaines habitudes françaises. Et une habitude française, c'est le principe de précaution. Donc le principe de précaution, il s'applique à tous les domaines, mais en santé publique, on dit que si on pense qu'il y a un risque pour la population, on a le droit d'instaurer des mesures de protection de la population, même sans être sûr qu'il y a vraiment un risque. Par contre, ça doit être une situation qui est temporaire, ça ne peut pas être durable. La contrepartie, c'est de favoriser la recherche pour lever l'incertitude et affiner notre position sur le sujet. Et donc, l'AFSAPS, qui est l'ancien nom de la NSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament, elle s'est positionnée au début des années 2010, donc le 30 mai 2011, avec le peu d'informations qu'elle avait à sa disposition, et elle recommandait de ne pas consommer les cigarettes électroniques. Donc ok, elle connaissait les ravages du tabagisme classique, mais elle avançait d'autres arguments. Dans la cigarette électronique, il pouvait y avoir de la nicotine, et elle est connue pour sa dépendance, et elle est classée par l'OMS comme une substance dangereuse pour sa toxicité en cas d'ingestion ou d'exposition cutanée. L'agence dit aussi que s'ils revendiquent une aide au sevrage, ils n'ont qu'à se positionner comme un médicament et faire une demande d'autorisation de mise sur le marché. Donc là, c'est l'occasion de rappeler que pour mettre un médicament sur le marché, c'est long et c'est difficile parce qu'il faut produire des preuves scientifiques. Donc il faut faire de la recherche, c'est long, c'est cher et c'est aussi très encadré par la loi, ce qui permet d'avoir des médicaments très sécurs sur le marché. Et ça explique aussi pourquoi les fabricants de cigarettes électroniques n'ont pas du tout envie de le faire. C'est long, c'est cher et en plus, ils vont être obligés d'être vendus en pharmacie, alors que là, ils peuvent être vendus ailleurs. Donc ça n'a pas été fait. Et l'autre argument avancé par l'agence, c'est de dire qu'il y a un risque de renormalisation du tabagisme, puisque les cigarettes électroniques, en 2011, ne subissent pas les restrictions propres aux médicaments ou propres aux produits associés au tabac. Donc publicité et marketing sont autorisés, les points de vente se multiplient, donc voilà. Et en plus, ils ne subissent pas de taxes particulièrement élevées. Donc le prix peut être modéré, et donc c'est tout ce qu'il faut pour reséduire la population, et en particulier les jeunes non-fumeurs. Vas-y. Et donc finalement, notre sommaire, elle est plutôt là. On va lancer des études pour répondre aux grandes incertitudes qui persistent sur la cigarette électronique. Que contiennent les cigarettes électroniques? Est-ce qu'elles contiennent des substances cancérigènes? Est-ce qu'elles contiennent des substances toxiques? Quels sont ses effets sur la santé? Est-ce qu'elle entraîne des dépendances, des pathologies, des décès? Est-ce qu'elle est toxique pour notre santé? Est-ce qu'elle est efficace dans le cadre d'un sevrage tabagique? Alors ça pose la question de qu'est-ce que c'est l'efficacité. Quand est-ce qu'on est efficace dans le sevrage tabagique? Quand on amène jusqu'au sevrage total, à l'abstinence? Ou est-ce que c'est quand on réduit juste les risques? Et donc là, il y a un peu des batailles de chapelle sur le sujet. Il y en a qui disent qu'il faut viser l'abstinence, et il y en a qui disent qu'il faut viser la réduction des risques, parce qu'on se rend compte que les fumeurs n'arrivent pas à arrêter de fumer, et donc il faut leur proposer un horizon un peu plus accessible, qui est la réduction des risques, diminuer son exposition, et pas aller jusqu'au sevrage tabagique. Il y en a qui disent que c'est l'inverse, qu'il faut optimiser l'horizon sanitaire, et donc viser le sevrage. Mais une fois qu'on a dit ça, si on considère que c'est efficace, est-ce que la cigarette électronique doit être un médicament? Et là c'est pareil, bataille de chapelle, il y en a qui disent que ça doit être un médicament, parce que ça validerait le côté utilité publique de la cigarette électronique, tout en préservant les populations de non-fumeurs, en la mettant à l'abri par une vente en pharmacie ou par une vente sur prescription médicale. Et il y en a qui disent que pas du tout, ça doit pas être un médicament, parce que justement ça doit être accessible au plus grand nombre, pour pouvoir permettre les tentatives de sevrage chez le plus grand nombre. Est-ce que c'est une porte d'entrée dans le tabagisme? Une grande question. Et est-ce que le vapotage passif est toxique? Et tout ça, ça va entraîner un impact sur les réglementations. Alors, avant de lancer toute la série de réponses à ces questions, il convient de rappeler que la recherche, c'est extrêmement compliqué. Et avoir des réponses certaines en recherche, en santé publique, en médecine, c'est un domaine extrêmement difficile. Et donc déjà, si on a compris à peu près ça pendant la présentation, c'est vraiment ça l'essentiel. C'est la recherche scientifique en santé publique et en médecine. C'est complexe et on peut tout à fait avoir des études contradictoires sans que ce soit un vaste complot, sans que ce soit un coup des Illuminati ou sans que ce soit une énorme erreur scientifique. Et donc, alors prenons un exemple. Donc là, c'est que des exemples fictifs, hein, mais c'est pour essayer de comprendre ou au moins effleurer la complexité du domaine de la recherche. Si je veux savoir si ma cigarette électronique favorise le passage au tabagisme chez les jeunes, le mieux, c'est de prendre deux groupes d'adolescents non-fumeurs, strictement identiques. Donc dans chaque groupe, il y aurait autant d'hommes que de femmes. Ils auraient en moyenne le même âge. Ils ont les mêmes antécédents. Il y en a autant dans chaque groupe qui a essayé la drogue, donc autant d'un côté que de l'autre. Donc ils sont strictement identiques. Et la seule différence, c'est qu'il y a un des groupes qu'on force à fumer la cigarette électronique.
tous les jours et pas l'autre. Et après, on compte le nombre de personnes qui se met à fumer. Et donc là, si on trouve une différence dans le nombre de fumeurs, à terme, et ben, a priori, ce sera lié à la cigarette électronique, puisque c'est la seule différence entre les groupes. Pour tous les autres critères, ils sont identiques. La seule différence, c'est la cigarette électronique. Donc a priori, c'est bien la cigarette électronique la cause du passage au tabagisme. Et encore, là, c'est sous couvert que l'étude est parfaite, qu'il n'y a pas d'erreur, et en comptant le hasard potentiel dans le résultat. Maintenant, ça, niveau éthique, c'est pas top quoi. Comme on pense que la cigarette électronique a un impact sur la santé, on ne peut pas faire d'études expérimentales. Éthiquement, c'est pas possible. Donc, on se contente de faire des études observationnelles. Si tu peux zapper. Et donc, dans les études observationnelles, on va faire la même chose. On va prendre deux groupes d'adolescents, ceux qui vapotent et ceux qui vapotent pas, mais cette fois, on ne peut pas les rendre identiques. Et on sait que les ados qui vapotent ne sont pas les mêmes que les ados qui ne vapotent pas. Et donc, par exemple, il se peut que chez les ados qui vapotent, il y ait plus d'individus qui étaient des ex-fumeurs. Et donc s'il y a plus d'ex-fumeurs, peut-être qu'ils sont passés au vapotage pour se sevrer et qu'ils vont juste replonger. Mais donc finalement, si on voit une différence, est-ce que ce sera lié à la cigarette électronique ou est-ce que c'est parce qu'il y a plus d'ex-fumeurs dans le groupe cigarette électronique? Donc ça, ça peut être un premier facteur de confusion dans l'interprétation des résultats. Ou alors, peut-être que les ados qui vapotent sont plus sensibles aux produits du tabagisme. Ils allaient fumer de toute façon. Et peut-être que juste la cigarette électronique a permis de retarder l'entrée dans le tabagisme. Donc deuxième facteur de confusion potentiel. Et donc tous ces facteurs de confusion, ils sont très difficiles, pas impossibles, mais très difficiles à prendre en compte dans les études observationnelles. Ce qui fait que d'une étude à l'autre, sans compter qu'on aura des échantillons différents d'une étude à l'autre, des mesures qui sont différentes d'une étude à l'autre, on peut avoir des résultats opposés. Enfin, c'est pas du tout incompatible. Le problème, c'est qu'on peut tout à fait manipuler l'opinion ou se rendre au service en choisissant les études qui nous intéressent. Donc les personnes qui seraient encombrées par le développement de la cigarette électronique, donc les labos qui verraient chuter les ventes de substituts nicotiniques, les industries du tabac, elles peuvent décider de montrer ou de soutenir que les études qui décrédibilisent la cigarette électronique. Et à l'inverse, les fabricants de cigarettes électroniques ou les associations de vapoteurs, elles peuvent décider de montrer que les études qui sont en faveur de la cigarette électronique. Et la presse, et ça on l'a vu à plusieurs reprises, elle peut décider de montrer que les études sensationnelles sans les critiquer. Donc ça c'est problématique. Et la lecture d'articles scientifiques, c'est vraiment un job en soi. D'ailleurs, les étudiants en médecine, ils ont une matière qui s'appelle la lecture critique d'articles scientifiques. Dieu sait qu'ils n'aiment pas ça, Dieu sait que c'est compliqué, mais c'est vraiment essentiel, puisque comprendre les limites et les avantages d'une étude scientifique, c'est extrêmement important. Donc voilà, maintenant qu'on a dit ça, nous, pour ne pas tomber dans cet écueil, de choisir que quelques études à présenter pour résumer les effets de la cigarette électronique, eh ben, vas-y, on prend... Ah non, deuxième problème des essais scientifiques, donc ça c'était le deuxième... Vas-y. Ah ouais. Voilà. Next. Le deuxième problème des études scientifiques, c'est qu'aujourd'hui, on a très peu de recul. Et donc, si on veut savoir si la cigarette électronique entraîne plus de décès que le fait de ne pas fumer ou que le tabac, il faudrait des années de recul. Il faudrait suivre des gens maintenant et les suivre 10, 20, 30 ans pour savoir s'ils développent des maladies ou pour savoir s'ils décèdent. Et donc, on n'a pas assez de recul et donc on choisit des critères potentiellement intermédiaires. Donc là, par exemple, on peut décider de vérifier si la cigarette électronique entraîne une augmentation d'un métal dans le sang, donc par exemple le plomb. Voilà, peu importe. Et donc on sait que un métal dans le sang qui est augmenté, ça peut entraîner à terme des pathologies ou le décès. En tout cas, c'est pas du tout la même chose que de présenter une étude qui prouve directement le lien entre cigarette électronique et décès. Si on prend un critère intermédiaire, ok, la cigarette électronique pourrait augmenter le taux d'un métal dans le sang, mais elle n'a pas prouvé qu'elle entraînait un plus grand nombre de maladies ou une mortalité plus élevée. Donc ce sera juste un indicateur, il faudra dire attention, peut-être que, mais ça n'est en aucun cas une preuve d'un lien entre cigarette électronique et maladie ou décès. Ça va? Je suis à peu près clair là-dessus? Parfait, vas-y. Oui. Parfait, merci Pierre. Et donc... Ouais, je ralentis. Pour ceux qui sont un peu plus alcoolisés dans le fond, Et donc pour éviter cet accueil-là, nous, on a pris le dernier rapport qui a été publié le 23 janvier 2018 par l'Académie nationale des sciences américaines. Donc normalement, ils sont censés être indépendants et être experts sur la question. Donc c'est tout frais, c'est tout chaud. Ils ont publié 600 pages en analysant 800 analyses qui ont été publiées sur la cigarette électronique. Et donc forcément, comme on vient de le dire, selon la qualité de l'étude, selon le design qui a été choisi, il y a un niveau de preuve plus ou moins important. Et donc ils considèrent que la preuve est concluante s'il y a de très nombreuses études de très bonne qualité qui vont toutes dans le même sens. Ils considèrent que la preuve est substantielle s'il y a plusieurs études de bonne qualité qui vont dans le même sens. Ils considèrent que la preuve est modérée s'il y a quelques études plutôt crédibles qui vont dans le même sens, mais qu'elles peuvent être contredites par une ou deux études, par quelques études, et elles sont limitées si les résultats sont partagés.
ou si la qualité des études est modérée. Lisa? Et donc, pour répondre enfin à nos fameuses questions, que contiennent les cigarettes électroniques? Alors, il y a une preuve concluante pour dire, donc là, c'est pas un scoop, qu'il peut y avoir de la nicotine dans les cigarettes électroniques, dans l'aérosol. Donc ça, on le sait. Par contre, ce qui est important, c'est que en fonction du type de produit et en fonction de la façon dont est utilisée la cigarette électronique, les taux sont très variables. Et on a aussi trouvé des toxiques dans l'aérosol de cigarette électronique, pareil, qui est très variable en fonction du produit et de la façon dont c'est utilisé. Et quels sont ces toxiques? Ce sont des métaux et ce sont des cancérigènes que sont le formaldéhyde et l'acroléine. Et ça, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a des consignes d'utilisation pour dire qu'il ne faut pas tirer sur la cigarette électronique à sec, parce que c'est ça qui va entraîner la production de formaldéhyde et d'acroléine. Donc ok, on en a vu. Maintenant, est-ce que c'est plus ou moins important que dans le tabac et c'est tout d'ailleurs. Vas-y, montre la diapo d'après, Lisa. Donc ça, ce sera à confirmer, mais en tout cas, ça a l'air d'être beaucoup moins important. Toujours sur la santé. Donc là, on n'a pas de preuve concluante, on est au mieux sur du substantiel. On a montré que la cigarette électronique, elle pouvait modifier le fonctionnement des cellules à court terme. Donc là, c'est une petite alerte pour dire attention, vigilance. Si ça modifie le fonctionnement des cellules à court terme, peut-être que ça entraîne un cancer. Mais ça n'est en aucun cas une preuve de lien avec le cancer, et c'est d'ailleurs rappelé dans le rapport. Ils disent qu'il n'y a aucun lien formel qui a été montré entre la cigarette électronique et la survenue d'un cancer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça veut dire qu'en l'état actuel des recherches, on n'a pas montré de lien entre cigarette électronique et cancer. La dépendance par contre, ça on a montré des symptômes de dépendance à la cigarette électronique, et évidemment, s'il y a de la nicotine dedans, il y a plus de chances d'être dépendant à la cigarette électronique. Là on est dans la preuve vraiment limitée, donc à confirmer. Peut-être que les toux et les sifflements sont augmentés avec la cigarette électronique par rapport à un non-fumeur, mais ça je pense que c'est des trucs qui sont un peu rapportés dans notre entourage, la toux qui survient avec la cigarette électronique, donc c'est pas trop une surprise. Modification biologique, modification de la pression artérielle, du rythme cardiaque à court terme, donc c'est à confirmer, mais si c'était confirmé, attention, peut-être que ça donne des maladies cardiovasculaires, mais encore une fois, le rapport rappelle qu'il n'y a pas eu de lien formel qui a été montré. Il y a eu des études chez l'animal, bon pareil, donc c'est un risque de cancer chez l'animal, mais selon des critères intermédiaires, biologiques, donc même chez l'animal, ça n'est pas prouvé formellement, donc on ne peut pas l'étendre à l'homme de façon formelle. Et peut-être que ça améliorerait les pathologies respiratoires du fumeur en passant à la cigarette électronique. En tout cas, pas de lien avec les maladies cardiovasculaires authentifiées, pas de lien avec les maladies respiratoires, pas de lien avec les cancers à long terme, que ce soit chez l'homme ou chez l'animal, et pas de lien avec l'infertilité ou le retard du développement fœtal. Donc encore une fois, c'est pas parce qu'il n'y en a pas, c'est peut-être qu'il n'y en a pas, mais en tout cas, tout ce qu'on peut dire, c'est que juste en l'état actuel des recherches, on n'a pas montré de lien avec ces pathologies. Alors, les blessures, les brûlures, les fractures liées à une explosion, ça vous avez dû le voir dans la presse, c'était un peu sensationnel. Ça c'est lié aux problèmes de batterie qui sont soit de mauvaise qualité, soit qui sont mal stockés, soit qui ont été modifiés par l'utilisateur. C'était déjà très très rare, mais ça devrait complètement disparaître avec l'amélioration des dispositifs. La toxicité ou le décès possible en cas d'exposition accidentelle ou intentionnelle au e-liquide, ça a été confirmé. On a montré qu'il y avait plus de cas d'intoxication, notamment à la nicotine, depuis que la cigarette électronique était arrivée sur le marché. Encore une fois, il ne faut pas tomber dans la psychose. C'est des cas, il faut une dose très élevée de nicotine pour être intoxiqué. Si vous en mettez sur les doigts, vous lavez les mains, vous évitez de vous faire des cocktails avec, vous ne le laissez pas à la portée des enfants. Voilà, et normalement, ça devrait bien se passer. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il y a une réduction, donc ça c'est la réponse à la diapo précédente, il y a une réduction de l'exposition aux carcinogènes et aux toxiques du tabac en cas de substitution complète par la cigarette électronique. Donc si vous switchez totalement du tabac à la cigarette électronique, vous réduisez votre exposition aux carcinogènes et aux toxiques. Et en plus, ça améliore votre santé à court terme. Donc ça, il y a eu des preuves concluantes et des preuves substantielles. Par contre, si vous continuer à faire les deux, et fumer et consommer la cigarette électronique, là on n'a pas montré que ça réduisait les risques. Donc encore une fois, c'est pas parce que ça réduit pas les risques, ça on n'en sait rien, en tout cas on l'a pas montré. Donc voilà, donc, en l'état actuel des recherches, on n'a pas montré de bénéfice de fumer la cigarette électronique en plus de fumer le tabac. La cigarette électronique favorise-t-elle le sevrage tabagique? Alors là, les résultats sont un peu partagés. Dans les études observationnelles, on considère que oui. On a montré que oui, il y avait un bénéfice de la cigarette électronique dans le sevrage. Et d'autant plus si la cigarette électronique contient de la nicotine, mais ça c'est évident. Et par contre, dans les essais randomisés qui sont de meilleure qualité, là où on prend deux groupes identiques et on compare l'effet de la cigarette électronique, là on n'a pas montré, ou en tout cas c'est partagé, les résultats sont partagés pour les essais randomisés sur l'efficacité de la cigarette électronique dans le sevrage. Donc ça a l'air d'être favorable, mais c'est à confirmer.
Alors, par contre, est-ce que la cigarette électronique favorise l'entrée dans le tabagisme? Ça, c'est en défaveur de la cigarette électronique pour l'instant, puisqu'il y a des preuves substantielles pour dire que le recours à la cigarette électronique favorise le fait d'essayer ou de fumer au moins une fois la cigarette classique. Par contre, à confirmer, parce que c'est des preuves modérées et limitées, le recours à la cigarette électronique favoriserait ultérieurement l'intensité ou la durée du tabagisme. Donc c'est des informations à confirmer. Et enfin, est-ce que le vapotage passif est toxique? Ça, pour l'instant, on a très peu de données. Tout ce qu'on peut dire, c'est pas très étonnant, c'est pas du tout clinique. C'est que si on est dans un endroit fermé avec des gens qui utilisent la cigarette électronique, alors les taux de nicotine dans l'espace augmentent. Et que, mais par contre, l'exposition à la nicotine et aux toxiques est plus faible avec la cigarette électronique qu'avec le tabac, comme on peut s'en douter. Et donc forcément, si cette étude américaine a eu lieu, etc., nous en France, on fait un peu la même chose. Donc les agences sanitaires, pour conseiller les politiques, elles ont fait la même chose, elles ont étudié les études scientifiques et elles se positionnent en fonction. Et donc le Haut Conseil en santé publique avait rendu un avis le 22 février 2016 et il avait dit que la cigarette électronique peut être considérée comme une aide pour arrêter ou réduire la consommation de tabac chez les fumeurs, mais qu'elle pourrait constituer une porte d'entrée dans le tabagisme et qu'elle induit un risque de renormalisation de la consommation de tabac compte tenu de l'image positive qui est véhiculée par son marketing et par sa visibilité dans les espaces publics. Et donc en 2016, elle avait recommandé d'informer, mais sans en faire la publicité, les professionnels de santé et les fumeurs pour dire que la cigarette électronique peut être une aide dans le cadre du sevrage tabagique. Par contre, elle voulait maintenir les modalités d'interdiction de vente, donc notamment aux mineurs, et le fait d'en faire la publicité, donc ça c'est toujours interdit, la publicité c'est depuis mai 2017 il me semble, et depuis octobre, interdiction de fumer dans les lieux publics, donc écoles, transports en commun et open space. Donc, par contre on peut encore fumer dans les bars, les restaurants, même les hôpitaux, pour l'instant c'est, voilà, mais peut-être que ce sera étendu. Voilà, donc d'ailleurs d'étendre l'interdiction d'utilisation à tous les lieux affectés à un usage collectif pour éviter la renormalisation du tabagisme et pour limiter le risque à un vapotage passif. Et donc le HSCP, il invite évidemment à poursuivre la recherche pour continuer à lever les doutes qui persistent, à poursuivre les efforts de marquage et de labellisation pour informer, mais aussi pour assurer la sécurité du consommateur. Il invite à clarifier le statut de la cigarette électronique et des flacons de recharge. Est-ce que ça doit être un produit associé au tabac? Et est-ce que ça doit en subir les conséquences, notamment les taxes? Est-ce que ça doit être un médicament? Et pareil, est-ce que ça doit en subir les conséquences? Est-ce que ça doit être vendu qu'en pharmacie? Est-ce que ça doit demander une autorisation de mise sur le marché? Donc voilà pour la présentation. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas.